Imaginons un instant qu'on observe une immense métropole depuis un hélicoptère. D'accord, je vois bien l'image. Vue d'en haut, à travers les nuages, la ville semble être un chaos absolu en fait. Des voitures qui s'entrecroisent au hasard, des sirènes qui hurlent sans raison apparente. Ouais, le désordre total, quoi. C'est ça, des travaux qui bloquent des artères vitales, des millions de personnes qui courent dans toutes les directions, un peu comme des fourmis paniquées. À première vue, c'est une cacophonie d'événements tragiques ou banals, sans aucun lien les uns avec les autres. Mais j'imagine qu'il y a un piège dans cette observation. Exactement. Parce que si l'on regarde d'assez près, si l'on a accès au plan de l'urbaniste, on réalise qu'il y a un réseau électrique parfaitement calibré sous le bitume. Ah oui, avec un système d'égout méticuleusement conçu, j'imagine. Tout à fait. Et des feux de circulation synchronisés par des algorithmes complexes. Ce qui ressemblait à un accident permanent est en réalité régi par une architecture invisible d'une précision redoutable. C'est une super métaphore pour introduire notre sujet. N'est-ce pas? Et c'est exactement l'impression qui se dégage de la pile de notes soumise pour notre exploration approfondie d'aujourd'hui. La mission, c'est de décortiquer un dossier basé sur un texte extrêmement court. Seulement 3 phrases, c'est bien ça? Ouais, juste 3 phrases tirées de la traduction seconde 21 de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 28 à 30. C'est un texte ancien qui s'attaque frontalement au chaos de l'existence humaine pour révéler l'infrastructure cachée juste en dessous. Et c'est là qu'il faut faire très attention. L'erreur classique avec ce type de dossier et avec la littérature spirituelle antique en général d'ailleurs, c'est de l'aborder avec une grille de lecture purement thérapeutique. C'est-à-dire? On cherche trop à se rassurer. Exactement. On a tendance à chercher de la poésie réconfortante, des phrases apaisantes à lire quand les tensions durent, tu vois? Un peu comme un pansement émotionnel. Voilà, un pansement. Mais en analysant la syntaxe et le vocabulaire technique de ces 3 phrases, on découvre une toute autre ambition. Ce n'est pas un texte qui cherche à consoler par de belles images floues, C'est beaucoup plus structuré que ça. totalement. C'est un argumentaire juridique et logique, une véritable équation séquentielle. Chaque concept mentionné agit comme un engrenage qui entraîne le suivant avec une force mécanique. Donc des termes comme appeler ou justifier, c'est pas juste là pour faire joli. Ah non, pas du tout. Ils sont insérés dans une structure d'acier pour produire un résultat inévitable. D'accord. Et pour comprendre cette structure, il faut plonger au niveau du sol, dans les rues de cette métropole chaotique. Redescendre de l'hélicoptère en gros. C'est ça. Le point de départ des notes d'aujourd'hui s'articule autour d'une phrase extrêmement célèbre. La fameuse « Nous savons que tout contribue au bien ». Ah oui, celle-là on l'entend partout. Faisons une pause sur cette affirmation. Dans notre culture moderne, c'est vraiment devenu le slogan par excellence de la pensée positive, non? Ouais, complètement. Le genre de phrase qu'on imprime sur des tasses de café. Voilà, sur des tasses, sur des posters motivants dans les bureaux. On se le répète après un échec professionnel ou une rupture amoureuse. Comme pour se convaincre que tout va bien aller. Exactement. Ça ressemble à un optimisme cosmique généralisé. Une idée selon laquelle l'univers, par une sorte de force mystérieuse, finit toujours par arranger les choses pour tout le monde. C'est un peu le risque de la positivité toxique en fait. C'est le mot. Une positivité toxique qui voudrait que chaque tragédie cache un cadeau. Sauf que les notes soulignent un détail crucial ici. Le texte original ampute cette idée si on la lit seule. Il y a des conditions drastiques. Des conditions totalement drastiques, ouais. Isoler ce tout contribue au bien, c'est faire un contresens magistral par rapport au manuscrit. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, le texte ne formule absolument pas une loi universelle du karma. Il impose immédiatement un double filtre très serré. Ce tout contribue au bien s'applique exclusivement à, premièrement, ceux qui aiment Dieu. Ok, ça c'est le premier filtre. Et deuxièmement, à ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ces 2 piliers changent radicalement la nature de la promesse. Donc on n'est plus du tout dans l'optimisme aveugle pour la Terre entière. Pas du tout. On parle d'une disposition relationnelle spécifique et d'une réalité vocationnelle bien précise, l'insertion dans un plan. Si on retire ces conditions, l'équation s'effondre. C'est logique. Le texte ne valide pas l'idée qu'un accident de voiture ou une maladie grave soit de bonnes choses en soi. L'amertume reste amère. C'est important de le préciser ça. La douleur reste la douleur. Exactement.
La promesse, c'est plutôt une mécanique de recyclage spirituel où même le pire est récupéré, mais uniquement à l'intérieur des frontières de ce projet délibéré. Pour rendre ce concept de recyclage plus concret, imaginons le laboratoire d'un grand chef étoilé. Oh, j'aime bien cette idée, vas-y. Si on entre dans sa cuisine et qu'on commence à goûter les ingrédients bruts disposés sur le plan de travail, l'expérience peut être vraiment désastreuse. C'est clair. Manger de la farine crue, c'est pas terrible. Voilà. Et si on prend une cuillerée de cacao pur et non sucré, l'amertume assèche la bouche direct. Ah ouais, c'est affreux. Si on croque dans un grain de gros sel marin, c'est super agressif. Une gorgée de vinaigre blanc ou de levure chimique, c'est tout simplement repoussant. Isolément, chacun de ces ingrédients est une épreuve gustative, c'est sûr. On pourrait légitimement dire que la situation est un échec total, mais le chef ne sert pas des ingrédients isolés. Il a une recette en tête, un protocole précis. Ce qui correspondrait au fameux plan dont parle le texte. Exactement, le plan. Le chef sait comment soumettre l'acidité, le sel et l'amertume à des températures extrêmes pour qu'au final, le résultat soit un dessert complexe et parfait. C'est une belle image. Les événements douloureux de la vie seraient comme ces ingrédients bruts. Ouais. Le texte ne dit pas que l'ingrédient amer est soudainement devenu sucré, mais forcé d'intégrer la recette, il participe au chef-d'œuvre. La nuance, c'est que ce chef-d'œuvre n'est garanti qu'à ceux qui sont assis à la table de ce chef précis. L'analogie culinaire clarifie bien cette réutilisation de l'amertume. Mais elle a quand même une limite majeure sur le plan philosophique. Ah bon? Laquelle? Un grain de sel ou une cuillère de cacao n'a pas de volonté propre. Ils subissent la recette sans rien dire. C'est vrai, ils n'ont pas leur mot à dire. Et c'est là que réside la tension fondamentale de ce dossier. Si la garantie que tout contribue au bien dépend du fait d'être rappelé conformément à un plan, alors la grande question devient quel est l'objectif final de ce plan? Et surtout, quelle est la place de l'individu là-dedans avec son libre arbitre? C'est ça. La suite du texte y répond frontalement, mais en utilisant un vocabulaire qui, très souvent, crée un rejet immédiat. C'est le moins qu'on puisse dire. Si la recette dépend d'un plan, qui décide de la forme finale? Le texte enchaîne avec des termes super lourds. Il dit « ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés ». Le grand mot est lâché. Prédestiné. Arrêtons-nous sur ce mot parce que dans l'inconscient collectif contemporain, la prédestination, c'est un concept terrifiant en fait. Ouais, ça fait très science-fiction dystopique. Complètement. Ça évoque un déterminisme froid, une sorte de matrice informatique où chaque mouvement est scripté à l'avance. Comme si on n'avait aucun choix réel. C'est perçu comme un agenda tyrannique où le libre arbitre n'est qu'une illusion, où quelqu'un est par exemple programmé pour porter une chemise bleue tel jour à telle heure sans pouvoir y échapper. Comment aborder ce terme sans tomber dans cette vision fataliste? Déjà, il faut refuser l'importation de notre angoisse moderne du fatalisme dans un texte du 1er siècle. C'est un anachronisme. Ok, donc on met nos peurs de côté. On regarde ça comment alors? La clé, c'est de regarder la grammaire de la phrase. La prédestination n'est pas présentée comme un micromanagement arbitraire des détails du quotidien. C'est pas un emploi du temps minute par minute. Non, il y a une cible, une direction claire. Le texte précise ils sont prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils. Ah, donc c'est une forme à atteindre. Exactement. Le plan n'est pas un script d'événements, c'est un projet de transformation identitaire. La destination, c'est la conformation, le mimétisme. Devenir comme le modèle en fait. Voilà. Le but suprême de cette architecture invisible n'est pas un concept éthéré ou un simple lieu paradisiaque post-mortem. L'objectif, c'est de reproduire un modèle parfait. Donc si je comprends bien, ce n'est pas un train lancé sur des rails où les passagers sont ligotés à leur siège en attendant le terminus. Non, l'image est mauvaise. L'image qui me vient à l'esprit, c'est plutôt celle d'un maître sculpteur et de la technique du moulage en bronze. Ah, développe un peu pour voir. Le moule est la destination inéluctable du métal en fusion. Le sculpteur a décidé de la forme finale de la statue. Et le métal en fusion, ce sont les individus, chauffés à blanc par les épreuves et les fameux événements amers dont on parlait tout à l'heure. D'accord, je vois très bien. Ils sont coulés dans le moule pour épouser exactement la forme, les contours et les traits du modèle original. Ils sont, entre guillemets, prédestinés à prendre cette forme précise. C'est une excellente illustration de la conformation. Mais ça soulève une autre question. Pourquoi vouloir reproduire ce modèle à l'infini? La fin de cette phrase donne un indice assez frappant. Le texte dit « afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères ». On bascule complètement de registre là. Ouais, on passe d'un atelier sculpture à une affaire de famille,
carrément. Et c'est un basculement conceptuel massif. Le vocabulaire familial utilisé ici résonne très différemment dans le contexte gréco-romain de l'époque que dans notre société actuelle. Ah oui, c'est pas juste la famille nucléaire moderne. Pas du tout. Le terme premier-né, dans l'Antiquité, n'est pas qu'une simple indication chronologique sur un arbre généalogique. C'est pas juste le grand frère. C'est quoi alors le statut du premier-né à l'époque? Le premier-né, c'est l'héritier principal. C'est le représentant direct de l'autorité du père, l'étalon or de la maisonnée en quelque sorte. Le projet cosmique dévoilé ici, c'est carrément l'expansion d'une famille impériale par le biais de l'adoption. L'adoption, Ça avait un poids légal si fort que ça? énorme. Historiquement, sous l'Empire romain, l'adoption n'était pas une simple mesure de charité pour les orphelins, comme on pourrait le penser aujourd'hui. C'était plutôt stratégique, non? Exactement. C'était un outil politique et juridique extrêmement puissant pour assurer une succession. Un adulte adopté se voyait annuler toutes ses dettes, il perdait son ancienne identité et obtenait instantanément tous les droits légaux du fils biologique. Waouh, c'est radical comme effacement du passé. Totalement. Donc le but de ce plan, c'est de prendre un modèle d'excellence, le fils unique, et par un processus d'adoption de masse, de créer une fratrie gigantesque qui partage les mêmes droits, la même nature et la même image. Le grand nombre de frères, quoi. C'est un changement de perspective radical sur notre métropole chaotique du début. Absolument. Le chaos n'est pas géré au hasard, il est piloté pour forger une famille. Mais bon, ça soulève quand même un problème d'ingénierie colossal, cette histoire. Comment ça? Comment on passe de la matière première brute et chaotique à l'héritier légal parfaitement conforme au moule? C'est bien beau d'avoir un grand projet d'adoption, mais quelle est la mécanique qui garantit que le projet ira vraiment à son terme? C'est la grande question pratique, en effet. Les notes fournissent la réponse dans le dernier segment du texte, et c'est honnêtement fascinant à observer. On a sous les yeux ce qu'on pourrait appeler le moteur de l'équation. Ce fameux moteur, c'est une chaîne d'action ininterrompue, forgée par 4 verbes fondamentaux. Vas-y, je t'écoute pour la citation. Je cite le texte décortiqué dans les notes. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Sur le plan rhétorique et logique, c'est d'une robustesse inouïe. C'est implacable. Ce qui me frappe immédiatement quand on lit ça, c'est l'absence totale de déperdition entre les maillons de la chaîne. Le pronom, le « ce », reste identique d'un bout à l'autre. Il n'y a pas un immense groupe de départ qui s'effrite au fil du temps. C'est le concept de zéro attrition, en fait. Et c'est en contradiction totale avec la façon dont fonctionne le monde humain. C'est vrai, nos systèmes sont très différents. Pensons à n'importe quel processus de sélection actuel. Un entonnoir de vente en marketing, la sélection naturelle de Darwin, ou même le recrutement pour les forces spéciales. L'essence même de ces systèmes, c'est la perte en ligne. Exactement. On démarre avec 10 000 candidats, on en convoque 1000 pour des tests, on en sélectionne 100, et à la fin, 5 personnes obtiennent le poste. C'est la fameuse loi de l'entonnoir. Sauf qu'ici, l'architecture propose un cylindre parfait. Voilà. 100% de ceux qui entrent par la porte de la prédestination ressortent par la porte de la gloire. Mais comment c'est techniquement possible? C'est la bonne question. Parce que si le processus reposait sur les performances ou l'endurance morale des individus qui coulent dans le moule, la chaîne exploserait dès la première étape. L'entonnoir réapparaîtrait aussitôt, on est humain après tout. Complètement. Il doit donc y avoir un verrou qui sécurise le passage d'une étape à l'autre sans dépendre des capacités de l'individu. Et il est où ce verrou? Ce verrou de sécurité, il se trouve dans le 3e verbe de la chaîne, déclarer juste. La justification. C'est ça, le concept théologique et juridique de la justification. Et c'est vital de comprendre le mécanisme derrière ce terme précis. C'est pas juste devenir quelqu'un de bien. Jurisprudence antique, c'est un acte purement déclaratoire. C'est le coup de marteau du juge sur le bureau. Ah, c'est une décision actée. Boum. Lorsqu'un juge romain déclarait un individu juste ou acquitté, le statut de cet individu changeait instantanément et définitivement aux yeux de la loi. Et ce, indépendamment de son comportement la minute suivante. C'est fort ça. Le verdict ne décrit pas une vertu interne, il impose une réalité externe. Voilà, c'est exactement ça. En gros, le verdict remplace la performance. C'est un changement de paradigme total. Exactement. Et parce que ce statut de juste est un décret légal imposé de l'extérieur, et non une évaluation continue des mérites internes de la personne, ça agit comme un pont indestructible vers la dernière étape de la chaîne. Ça garantit la phase finale sans risque de casse. C'est ça. Si la personne était jugée sur ses fluctuations quotidiennes, ses hauts et ses bas,
La chaîne d'acier se transformerait en fil de coton. Mais puisque c'est un statut juridique blindé, la propulsion vers la gloire devient inéluctable. Ce qui boucle la boucle de manière impressionnante avec notre point de départ, tu vois. Ouais, on y revient. Si on possède ce statut légal inébranlable, on comprend soudain comment l'affirmation « tout contribue au bien » peut être posée avec autant d'aplomb au tout début du texte. Parce que la fin est déjà sécurisée. Voilà, le citoyen fraîchement adopté qui traverse une tempête, un deuil ou un désastre financier, il ne doit pas essayer de se convaincre que la tempête est une bonne chose en soi. Non, ça on l'a dit, l'amertume reste amère. Il s'appuie sur la solidité de la chaîne légale. Puisqu'il est appelé et déclaré juste, son arrivée au statut de fils glorieux est scellée par la Cour suprême, si on peut dire. Les événements douloureux et le chaos apparent de la métropole ne sont finalement que les outils abrasifs du sculpteur pour finaliser le moulage. C'est une belle façon de le formuler. Ils ne peuvent absolument pas briser le contrat d'adoption. Et c'est précisément l'utilité pratique de cette plongée dans nos sources d'aujourd'hui, bien au-delà du simple exercice de traduction ancienne. Qu'est-ce qu'on peut en retirer concrètement pour notre auditoire? Ce que ce dossier propose, au fond, c'est un véritable framework, un cadre de lecture de la réalité profondément antinihiliste. Antinihiliste, c'est-à-dire qui donne du sens là où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Exactement. Face au vertige d'un monde qui semble frappé par l'aléatoire et l'absurde, cette architecture conceptuelle offre une alternative structurée. La douleur n'est ni niée, ni masquée par une pensée positive naïve. Elle est reconnue. Elle est reconnue, oui, mais elle est surtout asservie à un processus. Elle est forcée de travailler pour un objectif final glorieux. Le chaos devient l'outil de l'urbaniste. Le chaos comme outil de l'urbaniste. C'est super puissant. Une métropole qui, vue d'en haut, suit un plan parfait d'adoption familiale, sécurisé par un contrat juridique indestructible. Ça résume bien l'idée générale. Il reste un ultime détail, une sorte d'anomalie dans la matrice de ce texte qui mérite vraiment qu'on s'y arrête une seconde. Ah, ouais, je vois que de quoi tu parles. La question du temps verbal, c'est ça? Exactement. Regardons de très près le tout dernier maillon de la chaîne des 4 verbes. Le texte dit « ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire ». Ouais, il leur a accordé, au passé. L'utilisation du temps verbal ici défie complètement la logique séquentielle que l'on vient de démonter ensemble. La gloire, par définition, c'est le point d'arrivée final, non? C'est l'étape ultime, oui. C'est l'achèvement du moulage, le terminus cosmique, la réalité post-mortem absolue. Grammaticalement et chronologiquement, en toute logique, cela devrait s'écrire au futur, genre « il leur accordera la gloire un jour ». Ça semblerait beaucoup plus logique pour nous. Pourtant, le texte original, et sa traduction d'ailleurs, s'obstine à utiliser le passé composé, ou l'aoriste en grec, exactement de la même manière que pour les actions fondatrices passées. Il a prédestiné, il a appelé, il a justifié et il a glorifié. Voilà. Pourquoi utiliser le passé pour décrire le futur ultime? Est-il possible qu'à l'échelle de l'urbaniste, complètement en dehors de notre ligne de temps confinée, la ligne d'arrivée ait en fait déjà été franchie? C'est une perspective qui donne le vertige. Comment vivrait-on le chaos du présent, les embouteillages et les sirènes de notre métropole, si l'on considérait sa propre victoire finale comme un événement historiquement déjà achevé? C'est une excellente question pour conclure. Une réflexion vertigineuse, laissée en suspens, histoire de prolonger la découverte pour tout le monde. C'est la preuve qu'il y a toujours plus à explorer. À très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources.